5 sur 7 matin, bienvenue dans Mardi Environnement. La terre crue est utilisée pour les constructions depuis des millénaires dans le monde entier. Aujourd'hui encore, un tiers de la population mondiale vit dans une maison en banco. Et à l'heure où la planète rappelle l'urgence de vivre en harmonie avec elle, eh bien, on redécouvre un matériau millénaire écologique et surtout résilient qui peut être tout aussi chic et glamour pour la construction. Est-ce que nous allons voir avec William Apollinaire Tchoki? Bonjour William. Bonjour Emmanuel Rodrigamega. Comment allez-vous? Je vais super cool. Pas loin d'être appelé Pépé parce qu'il y a du grisonnant. Voilà. On a parlé de dénutrition tout à l'heure. J'espère que vous vous nourrissez très bien. Je me nourris très bien. En tout cas, vous avez eu suffisamment de force pour vous rendre à Zogodomain. C'est bien ça, hein? Exactement. À Zogodomain pour aller nous dénicher cette construction en terre battue, en terre crue que nous allons voir à travers ce brillant reportage que vous nous avez proposé. Derrière, on reviendra pour en discuter. Elle est une particularité dans cet environnement tout béton. Unique en son genre, cette construction hyper moderne est faite à 90% de matériaux locaux, des briques en argile. Pour mieux comprendre les atouts d'une telle architecture moderne africaine, nous nous rendons à plus de 115 km de Cotonou. Nous voici à Zogodomain. C'est ici que le sieur Kidjo a trouvé sa matière première et établi son unité de production. Une fois que ça a quitté le lamiroir, ça arrive au prémalaxage. Il y a un trémie là qui broie l'argile qui va descendre dans le vide. Okay. Avec son entreprise nommée Brique Nature, il utilise précisément la terre de cette région riche en argile pour produire des briques en terre crue compressée, une technologie simple et écologique. Actuellement, quand il fait chaud là, je me couche, je mets 15 minutes la clim. J'éteins. Jusqu'au matin, c'est frais. Parce que ça arrive à emmagasiner cette fraîcheur à l'intérieur. Vous avez des murs de 30 avec un vide d'air entre. Ça emmagasine tout. On dit que vivre dans une maison en terre cuite, c'est vivre dans un environnement sain. Une fois sorties des moules, ces briques sont cuites dans ce géant four alimenté par ces coques, des noix de palme. Maintenant, on va voir la coque un peu, voir cette matière première qui vous sert à cuire les briques. Ouais. C'est ça? C'est ça ici. On a 600 kcal par kilo de ça. Mais est-ce que aussi cette matière première aussi existe vraiment pour vous permettre de... Nous sommes parmi les plus grands producteurs d'huile de palme. J'en ai quand je veux, je téléphone, on m'amène. Les Ivoiriens veulent me vendre aussi de la coque. Les Togolais veulent me vendre de la coque. Donc on va en trouver. C'est-à-dire que la matière première pour brûler les briques, ça existe. Ça existe. Alors, ce qui est encore intéressant, c'est... Franck Victor Kidjo est un ingénieur en système informatique. Il a vécu près d'une vingtaine d'années dans plusieurs pays européens. Là-bas, notamment en Belgique, la plupart des constructions sont faites en matériaux locaux. Et je me suis rendu compte que tout est construit en terre cuite. C'est incroyable. Partout, c'est en terre cuite. C'est-à-dire, vous voulez dire que toute la Belgique est construite en terre cuite, c'est ça? À 98-99% en terre cuite. Une fois en vacances au pays, il aurait décidé de changer la donne après cette remarque de son épouse, architecte. Elle est venue pour la première fois au Bénin en 95. Et puis elle dit, mais c'est laid, le gris là, les gens ne peignent pas, c'est pas fini, les bâtiments sont tellement laids, c'est moche. Pourquoi on ne construit pas en terre cuite ici? J'ai dit, voilà, ok, je vais travailler quelques années, avoir un peu de réserve, et puis je vais rentrer pour faire la brique en terre cuite. Et c'est là que ça a commencé l'aventure. En ce temps de changement climatique mondial, ce modèle de construction est un véritable avantage. L'usage des briques en terre cuite offre une ventilation naturelle, un confort thermique, une beauté inégalable. Il réduit et de façon drastique le coût de la construction, des bénéfices environnementaux et économiques. Malheureusement, des constructions comme celle de M. Kidjo, ce n'est pas forcément
ce qui foisonne, on préfère du tout béton, n'est-ce pas, William Tchouki? C'est vrai, on préfère du parpaing un peu partout, du béton partout, ce qui n'est pas bon pour notre environnement. On a décrit, même on a dit, j'allais dire, que 40% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des bâtiments en construction. Comme pour dire que les matériaux que nous utilisons ne sont pas appropriés pour permettre à notre environnement de mieux respirer. Alors, il y a quelqu'un que j'ai invité ce matin qui s'y connaît correctement. Il est même expert en matériaux de durabilité, des matériaux, matériaux locaux. Exactement. Et lui, même sa maison, elle est construite, je crois, toute la maison est faite de matériaux locaux de construction. C'est un R+2. Oui, merci. Bonjour, messieurs les journalistes. Je ne sais pas dans votre nom, c'est monsieur José Léoba Kouenou. Merci beaucoup, vous êtes architecte. monsieur Tchouki. Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir invité ce matin. Bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, j'ai voulu faire de mon domicile un chantier école. Un exemple. Un exemple pour moi-même et pour tout le monde, parce que je ne peux pas demander aux gens de faire quelque chose si je ne l'applique pas à moi-même. Donc, j'ai pu expérimenter tout ce que je dis et ça marche très bien. J'habite cette maison depuis 25 ans et je n'ai pas de problème. La maintenance est facile et je m'y sens très bien. Je suis toujours très heureux de rentrer chez moi à Porto Novo. Waouh! Alors, ce qui est étonnant, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, Herman, nos parents ont toujours construit en banco. Et même, c'est démontré même que quand on prend un pistolet, quand on tire dedans, que ça n'entre pas. Et pourtant, malgré toutes ces vertus, tous ces avantages, nous avons tout laissé, on a préféré le béton. Une des grandes œuvres architecturales les plus réputées dans le monde, en terre cuite, les pyramides de Gizeh en Égypte. En Égypte. On a vu, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas le modèle, on va dire, architectural, enfin, on ne sait pas comment ça a été construit. Ouais. Mathématiquement, ça relève toujours de l'énigme pour les scientifiques. Un mythe. Un mythe. Et pourtant, on a tout laissé, on préfère, c'est pas moi, tomber malade, construire dans des bâtiments qui ne nous permettent pas de vivre heureusement. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer du fait qu'on a accepté de laisser ce qui est bien pour ce qui est mauvais, ou bien c'est parce que quand on veut construire des bâtiments tout béton, quand on voit quelqu'un descendre dans l'avant, des camions remplis de sable, du fer, du ciment, c'est comme pour dire, voilà, ce monsieur, il est riche. Merci pour la question. Je pense que le mal vient de très loin, parce que tout à l'heure, on a entendu dans le reportage M. Kidjo dire que toute la Belgique est construite en terre. Je confirme que la France aussi contient de très grands édifices en terre. Le palais de Versailles est un bâtiment en terre. Après, c'est dans les finitions qu'on peut faire beaucoup de choses, beaucoup de revêtements, mettre des dorures et tout ce qu'on veut. Mais la structure même du bâtiment, c'est de la terre. Et il y a de très grands bâtiments qui existent depuis des centaines d'années, qui sont en terre et qui se portent très bien. Durant la période coloniale, l'administration coloniale a construit en matériaux locaux. Les bâtiments existent toujours, on peut les visiter. Je donne pour exemple le lycée Béanzin ou le palais des gouverneurs à Porto Novo, ouais. Ou la préfecture de Cotonou. Donc, si l'administration coloniale a utilisé elle aussi ces matériaux, on peut se demander pourquoi depuis les indépendances, on a viré vers un système qui nous appauvrit. Depuis qu'on s'est dit indépendant, on fait des choses que même les colons n'ont pas osé faire. Donc le problème, c'est nous. C'est nous qui ne savons pas où nous allons. Mais qu'est-ce qui a pu changer cette donne chez nous alors? Nous avons inventé des absurdités. Nous avons inventé des absurdités. Au lieu de régler nos problèmes, nous avons inventé des choses qui vont nous créer des problèmes infinis. Et c'est ce système constructif qui est basé sur le carbone, et qui ne permet pas de faire une vraie protection de l'environnement et qui met en danger même la vie sur Terre. Bon, on ne va pas continuer à critiquer cela parce que ce qu'on a fait, c'est mauvais. Aujourd'hui, on voit nos constructions ici à Cotonou. Parfois, vous rentrez dans des chambres, vous transpirez à un point fini. Alors, comment faire aujourd'hui pour montrer aux populations qu'on peut retourner aux anciennes pratiques et vivre mieux? Et je pense que la solution viendrait d'une décision politique. Parce que sur le plan scientifique,
On a des exemples. On a démontré tout ceci sur Oui, le on plan a tout scientifique, démontré, on a tout expliqué. Il y a des exemples dans le monde entier. Nos dirigeants voyagent, ils voient ce qui se passe dans les autres pays. Il faut maintenant qu'ils aient la volonté de faire quelque chose de durable pour leur propre pays. Et si la volonté politique s'exprime, les compétences sont disponibles pour des réalisations qui défieraient vraiment le monde entier. Ben, on vous dirait que si on changeait la donne, qu'on pêcherait contre l'économie, parce que le ciment, on ne vendra plus le ciment, le fer. Non, l'économie, cette brique de terre, la construction en matériaux locaux peut sauver l'économie béninoise. Pour l'instant, on a enrichi quelques-uns. Mais si on généralise la production de matériaux locaux, et j'entends pas matériaux locaux, les pierres, la terre sous toutes ses formes, cuites et non cuites, j'entends pas matériaux locaux, le bois, le bambou, la paille qu'on a beaucoup utilisée récemment à Ouida, on peut changer l'économie de ce pays en fondant notre paradigme sur les matériaux locaux, parce qu'il faudra ouvrir des carrières dans les 77 communes du pays, ce qui mettrait toute la jeunesse au travail. Et on produirait ce dont on a besoin pour construire notre environnement. Ce qui change l'économie, parce que l'argent ne sera plus exporté, comme ça se fait aujourd'hui pour acheter du fer, et des alucobons et du verre et tout ce qu'on veut à l'étranger. Alors, vous voulez dire que plus on retourne vers les matériaux locaux, l'économie devient plus prospère parce qu'on n'envoie plus l'argent à l'extérieur, ça reste au pays, et puis on se porterait mieux. C'est vraiment automatique, c'est immédiat. La promotion des matériaux locaux, comme l'a dit Suzanne Georges dans son étude lors du sommet de Paris en 1989 sur les pays, la dette des pays sous-développés, la promotion des matériaux locaux permet de changer complètement l'économie des pays sous-développés, parce que l'économie devient circulaire et l'argent reste au pays. Et on crée de la richesse, on crée des usines pour fabriquer ces matériaux, pour transformer la terre sous toutes ses formes, pour la cuire et même pour la compresser, pour transformer les pierres comme éléments de structure, des pierres comme éléments de revêtement, comme on l'a vu récemment dans les réalisations du gouvernement, à l'hôtel Sofitel et quelques trottoirs qui ont été faits dans la ville, dans nos villes, si j'ose dire. Et les industries du bois, cesser d'exporter le bois et répondre au problème de la population en fourniture de portes, de fenêtres, de meubles et de tout ce qu'on veut, au lieu d'importer des meubles. Ça permet de mettre les jeunes au travail et de relancer l'économie. Le gouvernement a bien voulu relancer les écoles techniques et c'est le moment de relancer le bâtiment pour que toutes ces écoles techniques puissent permettre à ces jeunes en formation de s'exprimer et de montrer que nous sommes capables de construire un grand pays. Oui. Alors, monsieur Fouenou, comment est-ce que techniquement on explique le fait qu'en termes, on va dire, d'intensité thermique, les bâtiments en terre crue, en terre cuite, on a une certaine fraîcheur qui réside. Et j'ai même, lors d'une visite, je pense même, je crois que c'était au centre Songhai, à Porto Novo, je pense bien comprendre qu'on cultive des champignons dans des bâtiments construits en terre cuite, parce que la température en termes était favorable lorsqu'on érige, on va dire, ce qu'on peut appeler, je ne sais pas techniquement le terme qui est approprié, mais c'est incubateur presque pour les champignons. Comment est-ce qu'on explique ça de façon scientifique? Je vais vous expliquer ça de manière très simple. Vous avez déjà mis de l'eau dans une jarre en terre cuite? Oui. Et vous êtes revenu chercher l'eau 1 heure après? Chez nous, à la maison, c'était la jarre qui était... Vous avez entendu? C'était la jarre. Mais je dis le plus. Non, la jarre est encore là. En fait, mais ça, elle ne contient plus de l'eau. Si elle contient toujours de l'eau, ça c'est dans la maison familiale. Lorsque vous y allez, la jarre est toujours là. Et je prends toujours tout autant de plaisir à aller m'abreuver à cette jarre-là, parce que l'eau a toujours une température incroyable, exceptionnelle, même en période de chaleur, comme on est en train de traverser ces temps-ci. Non seulement l'eau est fraîche, mais elle a une texture qui soigne. C'est la même chose pour les bâtiments. Un bâtiment en terre vous soigne. Un bâtiment en matériaux X ou Y inconnus peut vous rendre très malade. C'est pour ça qu'on voit la plupart des gens ne sont pas contents, ils ont mal dormi parce que la ventilation n'est pas bonne, les matériaux ont surchauffé leur corps toute la nuit et leur rendement est mauvais au travail parce qu'ils ont mal dormi. Donc la terre permet de faire ça quand on met de l'eau
Vous avez déjà été dans un village en plein midi et rentré dans une case couverte de paille. Vous avez vu la fraîcheur. Voilà. La terre a cette propriété de rafraîchir l'intérieur quand il fait chaud dehors et de réchauffer l'intérieur quand il fait froid dehors. La terre inverse la température. Et sur le plan balistique, les murs en terre ne sont pas traversés par les balles. Nous avons en promotion au Bénin des briques d'un certain type qu'on appelle des briques de terre compressées et stabilisées, qui sont impénétrables par les balles. Elles ont été testées même par l'OTAN, qui n'est pas une petite armée. Quand on parle du feu, quand vous mettez le feu à une maison en terre, rien ne se passe, la terre va cuire. Alors que quand vous mettez le feu à une maison en béton, le béton fond et la maison se transforme en cendres. On a vu des incendies comme le World Trade Center et le dernier, vous avez vu le dernier bâtiment qui s'est écroulé lors du tremblement de terre à Bangkok, un immeuble de 30 étages. Ça même, c'est loin. C'est même loin. Chez nous, à Kwakpa, ici, je ne sais plus c'est quel quartier d'Akwakpa, où un bâtiment a été totalement calciné parce qu'il y avait des produits inflammables. De gaz. Donc à haute température, le béton ne tient pas, alors que la terre tient très bien. Nous sommes dans un pays à haute température où le soleil se lève tous les jours. Donc il est complètement absurde de faire une coque en béton en plein soleil. C'est en ce sens qu'on ne fait jamais un four en béton. Les gens font toujours des fours en terre, dans les villages comme en ville. Si vous faites un four en béton, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez cuire le pain une fois, mais vous ne pourrez pas le manger. Et nos maisons sont comme des fours au soleil, et nous sommes mal cuits. Nous sommes mal cuits parce que ça a des répercussions sur nos factures pharmaceutiques. Parce qu'on ne se sent pas bien, on n'est pas à l'aise. Alors que quand vous êtes dans un truc en terre, vous dormez bien, vous êtes toujours joyeux, vous n'avez pas quand il fait chaud, vous êtes à l'aise. Et quand il fait trop chaud, vous avez les terrasses comme dans les Tatasumba. On peut tirer de toute cette tradition des valeurs à ressusciter avec les mêmes matériaux qu'utilisaient nos ancêtres pour construire un environnement qui réponde aux besoins du 3e millénaire. Alors, monsieur Renaud, décarboniser nos bâtiments, c'est aussi décarboniser aussi l'architecture. Vous êtes architecte. Et quand on veut construire, c'est toujours vers vous qu'on va. Est-ce qu'à votre niveau déjà, beaucoup réfléchissent comme vous pour dire, mais pourquoi ne pas revenir à ces meilleures pratiques, à ces bonnes pratiques de construction? Beaucoup veulent réfléchir comme nous aujourd'hui parce que c'est une contrainte mondiale. Mais moi, j'ai toujours réfléchi comme ça. J'ai toujours réfléchi pour voir comment on peut se servir de ce qu'on a nous-mêmes pour trouver ce qu'on cherche, au lieu de copier et de venir coller. Beaucoup d'architectes copient et collent. Ça marche pour certains, très bien même. Parce que c'est la mode. Oui, mais nous ne sommes pas inscrits dans cette vision. Nous avons toujours voulu créer à partir de nos ressources. Le comptons d'abord sur nos propres forces, que le président Mathieu Kérékou a promotionné dans notre pays et resté quelque part en nous, gravé en lettres d'or, pour chercher toujours des solutions au lieu de se plaindre. Donc nous avons toujours construit avec ces matériaux-là. Quel que soit Alpha, quel que soit là où on se retrouve, il y a des matériaux locaux qui peuvent permettre de construire des habitants sains aux populations. Le fait de ne pas transporter les matériaux sur une longue distance permet de faire chuter le coût de la construction. Maintenant, dans les processus de construction, avant, pendant la construction et après la construction, nous développons des stratégies qui permettent de minimiser les émissions de gaz à effet de serre. Donc, pendant la production des matériaux, il faut trouver des processus. C'est pour ça que nous sommes pour des structures qui compressent la terre pour les murs. On peut faire cuire la terre, l'argile, pour les toitures, parce qu'il faut qu'elle soit étanche. Et en fondation, nous mettons des pierres, ce qui nous permet de nous dégager un peu du carbone cimenté. Donc, on arrive à produire des bâtiments qui ont des empreintes carbone vraiment très basses. Et maintenant, à l'utilisation, votre climatiseur, il est mis au vraiment. Vous n'avez pas besoin de climatiseur, si j'ose dire. Et puis, à la maintenance, vous avez des systèmes de décoration, de ventilation qui vous permettent de minimiser vraiment les coûts de maintenance. Voilà un peu ce que nous avons développé et ce système marche très bien. Dans tous les pays africains, il a été expérimenté, ça marche. Au Bénin aussi, ça marche. Et il faut de grosses opérations avec une vision politique très claire
pour que dans les 77 communes du Bénin, on puisse lancer des carrières pour que les jeunes se mettent au travail et que ça devienne un sport national pour reconstruire le pays en un clin d'œil. Oui, un sport national, vous l'avez dit. Je me rappelle lors de la première diffusion de cet élément tout à l'heure, il y a des gens qui m'ont appelé pour dire, mais nous qui avons déjà construit en béton, est-ce que c'est possible qu'on puisse corriger quelque chose? Oui, dans le bâtiment, on peut toujours corriger. Il n'y a rien qui soit définitif, incorrigible dans le bâtiment. On peut toujours corriger. Donc, si le bâtiment n'a pas de bonne fondation, c'est compliqué. Si le bâtiment tient bien et que c'est une façade qui est surchauffée, on peut doubler cette façade avec un mur en terre. Okay. On peut faire des écrans végétaux qui permettent d'empêcher l'ensoleillement direct pour diminuer un peu l'impact environnemental sur votre bâtiment. On peut toujours corriger. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Léoba Joseph. Vous êtes architecte, vous êtes aussi expert en durabilité des matériaux. Avec vous, on a parlé un peu de l'importance des matériaux locaux. Il faut qu'on revienne à ces bonnes pratiques, à ces anciennes pratiques qui nous ont toujours protégés. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, les journalistes. Merci à l'ORTB et que tout le pays se mette... SRTB. SRTB, oui, voilà. SRTB. Et vous êtes sur Bénin TV. Bénin TV. Et nous sommes sur Bénin TV. Vraiment, les choses changent au Bénin à une vitesse grand V. Nous sommes heureux de voir tous ces accomplissements et nous sommes là pour suivre le mouvement pour que le Bénin se redynamise et se décarbone. Merci beaucoup à vous. Il y a un téléspectateur qui m'a envoyé un message qui dit qu'il a du plaisir à vous écouter, qu'il prend énormément de plaisir à vous écouter et que vous exprimez très bien. Ça, c'est quelqu'un qui est tatillon sur la langue qui me l'a dit. Et en réponse à cette personne, je voudrais rendre hommage à ma mère, Elisha Adel Houenou, qui était institutrice. Donc, elle a tout fait. C'est enfant d'instituteur, William, ça ne ment pas. Comme le disait les Ivoiriens. Je récitais mes ça ne ment pas comme maman de Eman. C'est bien ça. Pas du tout. À 2 ans, il fallait déjà apprendre ses leçons. Ouais. Ça s'est bien passé avec elle. Que la terre lui soit légère. Bon, c'est vrai que nous, on n'a pas la chance d'avoir des mamans institutrices, mais à toi, celles qu'on a eues, quand même, elles ont beaucoup aidé en tout cas. Il y en a un dans cette maison, aujourd'hui directeur de la radio nationale, Radio Bénin, fils d'enseignant aussi. Oui. C'est dans des Appelez son nom, c'est Yayaka. Ça sert à quelque chose d'avoir des parents enseignants. Enseignants, c'est vrai. Allez, merci. Est-ce que Alain n'a pas un parent enseignant par hasard? Oui, je crois, oui. Voilà. C'est vrai, Alain aussi, Alain Tosno. En tout cas, il nous le dira tout à l'heure. Le temps pour nous d'installer le plateau qui suit, c'est le forum de discussion. C'est presque la continuité de ce que nous sommes en train de dire, mais on parle plus de recyclage. Comment passer du tout jeté au tout réparé? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. À tout de suite.